Bonjour, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien, car comme vous le voyez j'ai mis un fond vert pour faire semblant que c'est Noël, et pour faire semblant que moi, je suis proche de vous, et que comme vous je fête cette fête païenne qu'est Noël, alors qu'en fait il n'en est rien, tout ça c'est du fond vert, et tout ça d'ailleurs c'est un budget colossal pour faire semblant que je puisse interagir avec mon décor. Bah oui, il y a du budget, il faut le dépenser ce budget, hein. Il faut le dépenser. Bon, et si on se retrouve aujourd'hui, c'est parce que j'ai lu un article de presse. J'ai lu un article de presse qui s'appelle Le poison du politiquement correct, parce que dans le journal de Bernard Arnault, dans le Parisien. Parce qu'il faut savoir que, voilà, Bernard Arnault, bon, dans sa vie, il s'emmerde tellement, il a tellement peu de problèmes que pour lui, le problème principal, là, en ce moment, dans le monde, c'est quand même, bon, peut-être un peu le conflit israélo-palestinien, mais aussi quand même les films woke. Le fait que Disney ne fasse plus que des films woke, ça, c'est un vrai problème. C'est un vrai problème et il va falloir trouver une solution. Et donc du coup, en fait, cet article tombe magnifiquement bien parce qu'en fait, c'est un livre dont je veux vous parler depuis maintenant des mois et en fait, je trouve juste pas le temps de vous en parler. Ce livre s'appelle Woke Fiction et son auteur, il était tellement masochiste qu'il l'a envoyé lui-même. Ça en fait quand même un mec plus viril que Julien Rochdy qui m'a jamais envoyé un seul de ses livres. Voilà, lui, il me l'a envoyé. Voilà, il me l'a envoyé directement. Je lui ai demandé, il m'a envoyé une copie en plus en PDF. Voilà, je l'ai eu. J'ai pu la lire directement, faire des annotations. J'ai même fait un fil tweeté avec mes annotations sur le livre, si jamais ça vous intéresse. Et donc cet article et ce livre parlent de la même chose, parlent du fait que, oh mon dieu, Disney et Netflix sont devenus woke. Oh, c'est terrible. Franchement, mais qu'est-ce que le conflit israélo-palestinien comparé au film woke? C'est la décadence. Et c'est un article là qui a été écrit par Robin Corda, Charles de Saint-Sauveur, avec Marc Chalamet, correspondant aux États-Unis. Cet article, et Marc Chalamet, je crois avoir lu et compris qu'en fait c'était le père de Timothée Chalamet. Donc, faites ce que vous voulez de cette information. Donc je commence par lire l'article et je ferai des ponts, des liens avec d'autres droits tardés comme ça, et d'autres films, avec d'autres mouvances esthétiques, telles que je sais si bien le faire. Vous pouvez le dire. Bon, je sais pas du tout combien de temps ça va durer, mais c'est mon cadeau de Noël pour vous, voilà. Parce que j'étais absent pendant très longtemps, car ma vie est assez disparate en ce moment, et donc voilà, je me dois de vous faire plaisir, à vous aussi. Je commence à lire Disney. Le wokisme, ce mouvement progressiste poussé par les élites américaines, est-il en train de miner Mickey? Ce serait terrible. Bon, en fait, moi, ce qui m'intéresse déjà là, c'est qu'ils sont là, ouais, poussés par les élites et tout, les élites. En fait, on est dans le journal de Bernard Arnault. Donc, si c'est pas le mec le plus riche du monde en ce moment, il est deuxième ou troisième, tu vois. Donc, bon, niveau élite, on est là quand même, tu vois. Et puis, en fait, il faut arrêter de croire que, tu vois, il y a un mouvement comme ça où les élites auraient décidé que, oh mon Dieu, il faudrait pousser le progressisme et le wokisme comme ça, et que, oh mon Dieu, ce serait très grave, sachant qu'en fait, non, en fait, les milliardaires s'en foutent pas mal du progressisme, s'en foutent pas mal du wokisme, et surtout, il faut pas croire que les gens qui seraient anti-woke, tu sais, les gens qui oseraient prendre la parole contre le wokisme, contre cette propagande dirigée par les élites, tu vois, il serait une forme de groupe, tu vois, de révolutionnaires, de bêtes comme ça qui seraient des résistants face à la propagande woke, sachant que, bon, t'as les mecs les plus riches du monde qui sont d'accord avec eux. Il n'y a rien de subversif à être anti-woke, voilà, je vous le dis. En France, on a des mecs comme Bolloré, comme Bernard Arnault, voilà, qui nous sortent ce genre de trucs. Bon, donc à un moment donné, il faut quand même continuer à se respecter. Vous avez la même opinion que des putains de milliardaires. Vous n'êtes pas, à aucun moment donné, des rebelles. Vous êtes dans l'air du temps. Vous délivrez le message et dans l'air du temps. Et vu que je vous connais, je sais, je vous connais. Il y en a qui vont venir en commentaire me dire oui, mais non, mais tel milliardaire, en fait, il a tenu un discours progressiste et tout, c'est pas vrai aussi. Calme-toi. Moi, j'attends le jour où un milliardaire viendra, s'asseyra à ma table et dira oui, je veux qu'on collectivise les moyens de production. Et là, on pourra dire qu'effectivement, il y a un milliardaire qui a un discours de gauche. Autrement, bon, tout ça n'a strictement aucune valeur. Donc, gardez bien ce message en tête, vous n'êtes pas des rebelles et aucun milliardaire n'est un rebelle. Vous êtes, mesdames et messieurs, des conformistes. Ne suis-je pas là bon à faire preuve d'honnêteté envers vous? L'honnêteté n'est-il pas le plus grand cadeau de Noël que je puisse vous faire? Bon, je continue à lire. Bon, bref, l'action a plongé, les échecs s'accumulent au box-office, blablabla. Vous savez, c'est l'adage go woke, go broke. Voilà, bon, si tu fais des films woke, tu vas faire banqueroute. Bon, voilà, on s'en fout un peu. La compagnie traverse l'une des plus graves crises de son histoire. C'est vrai, c'est très grave quand même. Non, je veux dire, Disney, c'est toujours été en dents de scie. Toujours des moments où ils sont au sommet, puis d'autres moments, en fait, ils sont en crise artistique, et puis des moments où ils remontent, et des moments où ils redescendent. Bon, est-ce que je suis inquiet pour Disney? Non, mais qu'il crève. Je continue.
Royaume désenchanté cherche magie de Noël. Un grand absent se signale cette année à l'approche du réveillon. Génération après génération, le traditionnel film de Disney a bercé les périodes de fête. Depuis Cendrillon sorti en France un 17 décembre 1950, le public s'est plongé dans Noël et la nouvelle année avec le livre de la jungle, Robin des Bois, le Roi Lion ou, pour les plus jeunes, la Reine des Neiges, pour n'évoquer que quelques-uns des grands classiques. C'est terrible. Mon Dieu. La firme aux grandes oreilles, qui fête son centenaire, continue à honorer la tradition. Mais depuis quelques années, le charme semble s'évanouir. C'est vrai que lorsqu'on avait ces films-là, le charme est à son sommet. Voilà, faut savoir. Le dernier né des studios Disney, Wish, Achat et la Bonne Étoile, a fait un démarrage prometteur en France. Mais c'est cassé la gueule au box-office américain. Les critiques, elles, sont assassines. Notre journal regrette ainsi une intrigue d'une naïveté sidérante et totalement hors sol. Un long métrage assez moche, qui n'exauce pas notre vœu d'un Disney de Noël réussi. Mon Dieu, ils n'ont pas eu Steve Nevoire. Et s'ensuit un paragraphe où il relate des échecs, plus ou moins prononcés, on va dire, de Disney ces dernières années. Et il s'attarde longuement sur le cas d'Avalonia. Vous savez, Avalonia, c'est celui où il y a un héros qui est LGBT. J'ai pas vu le film et je m'en fous parce qu'en fait, j'ai dépassé 30 ans. Je ne regarde pas de films Disney. Je me respecte. Voilà, ce sont des choses, voilà, c'est un peu d'hygiène que vous pouvez faire vous aussi, ne pas regarder de films Disney. Bon. Et ils sont là en train de dire, oh mon Dieu, ça a été un bide aux États-Unis tellement conséquent qu'il est sorti que sur Disney Plus en France. Mais bon, le journal est un peu malhonnête parce qu'ils oublient de préciser que si Avalonia n'est pas sorti au cinéma en France, c'est pas que parce qu'il a bidé aux États-Unis, c'est également parce que Disney voulait emmerder le gouvernement français. Sa chronologie des médias, ils se sont dit, vous voulez pas qu'on sorte notre film en quasi simultané sur Disney Plus et au cinéma, vous voulez qu'on l'attende pour le sortir sur Disney Plus? Et bien très bien, il sortira pas au cinéma. Bon, il y a aussi ça, mais bon, peut-on demander à Robin Corda, qui a écrit cet article, d'avoir un peu de connaissances ou d'éthique pour faire quelques recherches. Je ne suis pas sûr. Voilà. Bon, et après, il détaille un peu sur le fait que c'est une romance LGBT, que ça aurait dû être un événement, etc. Et puis là, il y a un mec qui témoigne, on ne sait pas qui c'est. Il est là. C'est bien beau d'ajouter de l'inclusivité, grimace Alan, 29 ans. Le problème, c'est que cela n'ajoute rien au scénario. Depuis des années, les histoires ne sont plus très prenantes, les personnages insipides, les chansons totalement oubliables. Alan, tu as 29 ans. Il est temps de prendre une douche et d'arrêter de regarder des films Disney. Alan, tu as quasiment 30 ans. Et après, il précise, ce passionné tient depuis 10 ans la page Facebook Disney Fans France, qui réunit près de 8000 membres. Non mais... Les mecs, calmez-vous en fait, calmez-vous. Et puis surtout, vous savez ce que je vais dire? Qu'est-ce qu'on en a à faire que le fait qu'il y ait une romance gay apporte quelque chose ou non au scénario? Ça ne dit en rien quelque chose à la qualité du film. Il peut y avoir des personnages homosexuels et leur homosexualité n'apporte rien au scénario. Parce que parfois, dans des films, il y a des personnages qui sont hétérosexuels et leur hétérosexualité n'apporte rien au scénario. Incroyable, on peut traiter l'homosexualité sans que ça soit mon Dieu, il faut que ça fasse un discours, il faut qu'on dise des choses, il faut que... On peut juste la traiter dans sa profonde et parfaite banalité. Incroyable. Tout comme dans un film, on peut avoir un personnage qui est noir et oh mon Dieu, ne pas en faire des caisses et dire regardez, il est noir. Et sans que ça ait la moindre importance dans le scénario. Mais je ne vais pas vous refaire toute ma tirade sur le scénario en vous expliquant que, bon, voilà, comme ça, exiger qu'il y ait des choses soient utiles dans le scénario, c'est complètement bête. D'accord? Et c'est nier tout simplement l'art en fait. Voilà, dans l'art, il peut y avoir des choses qui sont inutiles. Mon Dieu. Tout dans un film ne doit pas être là pour servir le scénario. Et puis toi, le mec de 29 ans, Alan, qui doit être... voilà. Qui vient et qui nous dit « Oh mon Dieu, les histoires ne sont pas prenantes. Oh mon Dieu. » Non putain, mais il faut arrêter. Je veux dire, t'as 29 ans. Tu te rends compte que c'est normal que tu ne réagisses pas de la même manière quand t'as 29 ans et que tu regardes un Disney que quand t'en avais 6 ans. Moi, j'aimerais bien être un peu taquin. À quel moment les histoires ont été prenantes chez Disney? À quel moment? À quel moment? À quel moment? Et là, du coup, je veux faire un parallèle avec mon magnifique livre Woke Fiction de Samuel Fitoussi. Donc voilà, comme dit, il y a plus de virilité que Julien Rochdy, parce que lui, il a osé m'envoyer son livre. Il savait que j'allais pas aimer. Voilà. Donc voilà, bravo Samuel. Bon, par contre, je ferai ce que je peux niveau bonté. Je peux pas grand chose, parce que c'est pas très bon. C'est sans doute l'un des pires trucs que j'ai lu cette année d'ailleurs. Voir le pire truc. Mais bon, on va te défoncer, voilà, bien gentiment, de manière tout à fait courtoise, amour, bière et câlin, voilà.
Parce que le mec, dans son bouquin, il s'amuse à dire que Dana Walden, le 9 avril 2021, le mec il a la date, la présidente de Disney Television Studio, télé, pas président de Disney de Global, président de la télé Disney, déclare lors d'une table ronde: nous recevons parfois des scénarios magnifiquement écrits qui ne remplissent pas nos conditions d'inclusivité et nous les refusions. Et là, du coup, Samuel Fitoussi dit: combien de chefs-d'œuvre aujourd'hui n'arrivent plus sur nos écrans? C'est vrai que Disney, branche télévision, produisait moult chefs-d'œuvre. Voilà, par exemple, Hannah Montana, voilà, chef-d'œuvre de la télévision. Allons plus loin. Parmi les films et les séries que nous consommons, voilà, c'est sûr que toi, tu es un consommateur, voilà, faut le savoir, et que nous croyons apolitiques. Personne ne pense que quoi que ce soit est apolitique, sauf toi, mais on va y revenir. Combien de scènes qui dans le passé nous auraient amusés, divertis, tenues en haleine sont retirées, modifiées, voire ne sont même plus écrites ni imaginées. Il est facile de déceler l'idéologie lorsqu'elle se manifeste par des présences. Disney a par exemple introduit 2 Jedi non binaires dans l'univers Star Wars. Je n'ai aucune idée de quoi il parle. Et j'ai vu tous les films, mais je n'ai aucune idée de quoi il parle. Voilà, c'est pour vous dire à quel point ça doit être des personnages très importants. Le fait qu'ils soient non binaires, ça doit être des... Voilà, c'est important. Non, voilà, bon. Je veux dire, en fait, faut bien comprendre que Disney, ils ont une politique. Oui, on met des non-binaires, ils sont à l'arrière-plan, on les voit une demi-seconde pour qu'on puisse les couper lors de la diffusion du film en Chine ou bien en Iran ou en Arabie Saoudite. Voilà, c'est ça la politique de Disney. Donc, venez pas faire croire que tout à coup, mon Dieu, ça devient prépondérant. Donc voilà, je sais même pas de quoi il parle. Plus difficile lorsqu'elle impose des absences, les scènes de séduction dans James Bond, l'infidélité. Il n'y a plus de films sur l'infidélité, mais de quoi est-ce qu'il parle? Il n'y a plus de films sur l'infidélité. T'es sûr de ça? Non, parce que par exemple, moi j'ai un des meilleurs films cette année, ça s'appelle Simple comme Sylvain. Le thème au début c'est quand même un peu l'infidélité. Voilà. Comme une femme qui est infidèle, qui a 40 ans, qui s'emmerde avec son mec, qui est un peu trop sage, un peu trop rangé, et qui va du coup se mettre sortir avec un mec un peu, tu vois, genre une sorte de prolétaire québécois qui parle avec l'accent là, et qui arrive à se déjouer des clichés de manière extrêmement drôle et extrêmement amusante pour finalement dire des choses sur la société, car nous vivons tous dans une saucisse. Mais bon, il n'y a plus d'infidélité dans les films. Et les autres choses qui ont disparu, c'est les courses-poursuites consommatrices de CO2. Est-ce que le mec est conscient que cette année, on a eu Fast and Furious 10 et Mission Impossible, qui ont tous les deux une scène de course-poursuite à Rome, au même endroit. Bon, les deux scènes sont pas très bien, mais celle de Mission Impossible est quand même meilleure. Bon voilà, de quoi s'il parle, il n'y a plus de course-poursuite dans les films. Mais tu vois, ils racontent n'importe quoi. Les blagues considérées comme problématiques, les scènes d'amour pourront être interprétées comme une objectification de la femme. Alors, il y en a aussi une dans Simple comme Sylvain. Voilà, ça vous intéresse. Les comportements genrés. C'est quoi un comportement genré? J'aimerais bien savoir ce que c'est. La complexité morale. Il n'y a plus de complexité morale maintenant. Voilà, c'est à cause des woke. Voilà, ils s'interdisent maintenant à Disney d'écrire des personnages ambigus avec une certaine complexité morale. Mais de quoi est-ce que tu parles, Samuel? Samuel, ça va pas? Samuel, mais genre tu vas pas très bien quand même. Enfin, je veux dire, ce qui caractérise, moi, le premier truc quand je pense blockbuster américain, je pense complexité morale. Mais non, c'est pas vrai, c'est faux. C'est faux. Et c'est justement l'un des grands reproches qu'on peut faire au blockbuster, c'est d'être extrêmement manichéen de manière générale. Ça veut pas dire que parfois il n'y a pas des personnages qui sont un peu plus ambigus, qui sont un peu plus intéressants. Mais moi je veux quand même des exemples montrant des statistiques, tu vois, je peux pas juste affirmer la complexité morale a disparu comme ça, tu vois. Genre, où est-ce qu'il y en avait et où est-ce qu'il y en a plus? Tu vois ce que je veux dire? Il faut quand même montrer, il faut sortir des statistiques, il faut sortir tous les films produits, là, il faut définir aussi ce que tu appellerais la complexité morale. Tu peux pas juste affirmer des trucs, c'est pas parce que tu affirmes un truc que ça devient vrai. Mais on va y revenir. Bon, et pour revenir à notre article, on apprend juste après qu'en fait, du coup, notre Alan, 29 ans, voilà, qui dirige une page Facebook sur Disney, et ben en fait, maintenant, il vend ses montres et ses porte-clés à l'effigie de La Belle et la Bête ou d'Aladin. Alan, c'est pas grave, on appelle ça la puberté. Voilà, c'était un peu tardif là, voilà, mais bon, c'est pas grave, voilà, tu grandis. Et moi, ce qui me fait rire, c'est qu'après, donc, il cite Robert Iger, le patron de l'Empire Disney, qui dresse le même constat que Alan, que notre ami Samuel Fitoussi avec son bouquin tout nul, là, qui dit « Les créateurs ont perdu de vue ce qui devait être leur objectif numéro 1. Nous devons d'abord divertir. Il ne s'agit pas d'envoyer des messages. » Je me resserre du maté pour commenter cette assertion. C'est compliqué, Robert, c'est compliqué. Bon, déjà, quand moi je lis divertir de la part du patron de Disney, je pense que le synonyme de divertissement, et du coup c'est abrutissement. Voilà,
Je pense que ton but c'est d'abrutir les gens et de leur faire acheter ensuite des figurines, des porte-clés La Belle et la Bête. Hein, voilà, on a vu que Alan il était grand consommateur. C'est ça ton objectif, d'accord? Mais je crois que moi, ce qui me fait le plus rire, c'est les gens qui pensent que Disney avant c'était apolitique. Hein, tu vois, genre les mecs qui disaient ouais, on doit divertir, les messages c'est pas important et tout. Et Samuel Fitoussi, donc dans son bouquin que j'ai allègrement annoté, comme vous voyez, il dit un truc hallucinant de bêtises. Le Français qui lit une tribune dans Le Monde, écoute un éditorial sur CNews, assiste à une réunion publique d'Anne Hidalgo. Bon, à mon avis, il vit dans un autre monde, hein, voilà. Ou parcourt un essai sur le wokisme dans la fiction, c'est tellement bêta, sait qu'il doit composer avec certains biais, qu'il n'a pas affaire à un discours apolitique situé au-delà du débat des idées. Au cinéma, ou devant sa série Netflix, il n'exercera en revanche pas le même esprit critique. Et pourtant, nos divertissements ne sont plus neutres. Croyant regarder une fiction ancrée dans le réel, le spectateur découvrira une version du réel. Version qui légitimera certains combats politiques, validera certains discours, alimentera certains stéréotypes. Pensant profiter d'une comédie, il sera éveillé au constat et aux récriminations de militants radicaux. Et puisque le spectateur est aussi un électeur, on peut parler d'injustice démocratique. Ce passage montre toute la bêtise du bouquin, à quel point le mec ne comprend rien. Moi, ce que j'adore, c'est le passage, le moment où il dit « Et pourtant, nos divertissements ne sont plus neutres. » Il dit ils ne sont plus neutres. C'est-à-dire que lui, il suppose qu'à un moment donné, ils l'ont été. C'est-à-dire que pour lui, à un moment donné, les divertissements, ils ont été neutres. Rambo 2 est un film d'une neutralité incroyable. Hein, vous le savez que Rambo 2 est un film d'une neutralité incroyable. Mais non, c'est une blague, t'es bête. Mais non, c'est incroyable. Enfin, je veux dire, comment tu peux croire qu'à un moment donné, un divertissement qui produit par un pays, dans une époque, qui a une certaine culture, qui a une certaine vision du monde, qui a des rapports géopolitiques avec d'autres pays, puisse comme ça se dire oui, non, c'est apolitique, c'est comme ça. Voilà, c'était apolitique, puis maintenant, quand même, bon, le wokisme, il nous emmerde, hein. Mais à l'époque de Rambo 2, ou bien de Rocky 4, hein, quand Rocky va casser la gueule au communiste, c'était apolitique, c'était parfaitement neutre. Faut arrêter, l'art n'a jamais été neutre. L'art n'a jamais été neutre, il ne peut même pas l'être. Je veux dire, quand t'as les fables de La Fontaine, est-ce que politiquement c'est neutre? Quand t'as un roman de Zola qui critique du coup le Second Empire, est-ce que c'est neutre? Quand t'as les mémoires d'outre-tombe de Chateaubriand, est-ce que c'est politiquement neutre? Bon, c'est peut-être pas un divertissement façon de parler, mais c'est quand même assez divertissant. Mais est-ce qu'on est face à la neutralité là? Mais non, on n'est pas face à la neutralité. On n'est absolument pas face à la neutralité. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Comment est-ce que le mec, il peut se dire dans sa tête mon Dieu, ils ne sont plus neutres nos divertissements, ils ont arrêté d'être, ils étaient neutres et là maintenant, ils ne sont plus. Et surtout, j'en ai déjà parlé dans une vidéo précédente, mais est-ce que lorsque Disney vient piller, pour moi c'est du pillage, les contes du monde entier pour les adapter à la sauce américaine, hein, quand ils vont reprendre Hercule, quand ils vont reprendre Mulan, quand ils vont reprendre Aladdin, quand ils vont reprendre La Petite Sirène, quand ils vont reprendre Cendrillon, quand ils vont reprendre Blanche-Neige, est-ce que c'est neutre de transformer ces textes? Parce que bien sûr, vous ne les avez pas lus, mais d'accord, mais moi je m'adresse peut-être à l'élite, les gens qui comme moi sont allés lire les textes d'origine, hein, voilà. Est-ce que là, il n'y a pas un message politique de prendre à sa sauce, tu vois, de récupérer un conte comme Aladdin, de le prendre, de récupérer à sa sauce et de l'exposer au reste du monde? Est-ce qu'il n'y a pas une vision politique? Ah bah si, bien sûr que si, c'est politique, bien sûr que c'est politique. C'est-à-dire que toi, tu vas imposer une vision hégémonique d'un conte et dire voilà, c'est ça la version, c'est ça la vraie version. Tu vas la prendre, tu vas la marketer, tu vas la diffuser et culturellement, tu vas l'imposer. Alors qu'en fait, par exemple, je reprends le cas d'Aladin, parce que c'est le truc que je connais bien, tu vois, c'est un texte qui était au départ rajouté dans Les Mille et Une Nuits par Antoine Galland, le premier traducteur en français des Mille et Une Nuits, le premier traducteur occidental des Mille et Une Nuits, qui a pris ce texte, qui s'y trouvait bien, qui l'a rajouté, donc quand il l'a traduit, quand il s'est permis de le rajouter au recueil des Mille et Une Nuits, il a fait des modifications, il a participé à façonner un peu ce conte-là. D'accord. Donc il y a aussi eu une entreprise politique à ce moment-là, parce qu'il a adapté aux mœurs de l'époque, etc. Enfin, je veux dire, c'est pas juste une traduction littérale, bête, mot à mot. Hein. Et donc après, quand Disney le reprend, le remodifie, refait n'importe quoi avec, voilà, il y a une autre démarche, c'est pour le faire coller à une autre époque, à une autre vision. Et on va y revenir. Mais disons qu'il faut arrêter cette histoire de « avant, le divertissement était neutre ». Non, à aucun moment donné, ils n'ont été neutres. Jamais, ils ne peuvent pas l'être. Pour moi, d'ailleurs, les divertissements sont
en majorité, on va dire, un peu réactionnaire. C'est pas de divertissement qui soit profondément, on va dire, on peut en trouver deux, trois, mais qui serait profondément, on va dire, révolutionnaire, profondément de gauche, profondément, voilà. On reste quand même sur des structures narratives qui sont éculées, qu'on a déjà vu 150 fois. Hein, c'est pas là, on va tenter des expérimentations de fou au niveau de la narration, au niveau, même au niveau esthétique, au niveau de qu'est-ce qu'on raconte, de comment est-ce qu'on le raconte. Hein. Et c'est quand même très rare, les innovations à ce niveau-là dans les divertissements. Parce que c'est pas le but. Il y a parfois 2-3 réalisateurs, tu vois, tu vas avoir un Paul Verhoeven qui va te sortir un Starship Troopers ou un truc comme ça, parce qu'il va réussir à pervertir un peu le système, il va réussir à s'engouffrer dans une faille. Mais c'est l'exception, c'est pas la règle. Quand vous faites un divertissement, un blockbuster, votre but après c'est d'aller vendre des figurines. Et c'est pas pour rien, hein, vous connaissez tous cette histoire de Burton qui s'est fait virer pour Batman Forever, parce que bon, même si le film Batman Returns avait bien marché, eh ben, ils n'avaient pas vendu assez de figurines parce que Batman était trop dark et il fallait vendre des figurines. Hein, il fallait que McDonald's puisse écouler des figurines. Ben oui, un divertissement n'est pas neutre et il véhicule quand même un message qui est parfois en général un peu conservateur. Le but, c'est quand même de rassurer la ménagère lorsqu'elle va acheter le jouet Batman et qu'elle va le donner à son fils à Noël. C'est absolument incroyable de devoir expliquer ça à Samuel Fitoussi, qui est en parallèle journaliste au Figaro. Il écrit un bouquin, mais je veux dire, il n'a même pas posé 30 secondes pour se dire c'est un peu complètement con ce que je raconte. Surtout qu'en fait, lui, il m'a dit en message privé, parce qu'en fait, il avait fait une vidéo avec Vincent Lapierre, et j'ai écouté le début de sa vidéo, j'ai écouté les 20 minutes sur les 30 minutes que ça devait durer, et je trouvais que c'était nul à chier. Et puis, je fais un tweet pour dire que c'était complètement con. Il m'a dit non, mais je t'offre mon bouquin, je suis meilleur à l'écrit. Donc là, ça veut dire que tes mots, tu les as pesés, tu les as sous-pesés quand tu dis très exactement. Et pourtant, nos divertissements ne sont plus neutres. C'est que tu l'as pensé, cette phrase. Samuel, tu l'as pensé cette phrase, tu t'es dit avant c'était neutre et maintenant ça ne l'est plus. Samuel, ça ne va pas. Soit tu as écrit une bêtise et tu as été incapable de te relire, soit tu penses des bêtises, je sais pas ce qui est le pire. Bon, je continue, bon bref, en gros ils se plaignent, voilà, mon dieu, The Marvel, il y a trop de femmes, mon dieu, c'est un échec au box-office, mais en fait, bon, j'ai envie de dire, Marvel, de manière générale, bon, les gens se sont lassés en fait. Les gens se sont lassés, c'est pas une question de wokisme ou de je sais pas quoi, les gens se sont juste lassés tout simplement de Marvel. Hein, quand tu vois les doubles ultimes qui sortent en boucle, bon, à un moment donné, les gens ils ont un peu marre, ils ont envie de voir autre chose, c'est une fin de cycle. Bon, le fait que ce soit pas des personnages les plus populaires, ça aide aussi à bider. Hein, c'est pareil, parce qu'il y a des femmes. Pas forcément. Bon, et après, dans l'article, il continue en disant que Robert Iger, lors de son premier mandat, hein, à la tête de Disney, eh bien, c'est lui qui avait commencé à rendre, tu vois, Disney plus inclusif, plus à l'image de la société, etc. Ce qui est très grave, hein, ce qui est très grave. Un zeste de héros noirs, latino, gay ou cuir, puis beaucoup plus, jusqu'à imposer que la moitié des personnages principaux sortis des studios soient issus des minorités, ou de ridiculiser le virilisme de certains personnages en les faisant passer de mâle alpha à très bêta. Oh, c'est terrible, terrible. Mais là, encore une fois, moi, ce que j'aimerais, c'est des chiffres. Quand tu dis, bah, la moitié des personnages principaux sortis des studios soient issus des minorités. Bah, je veux des chiffres. Déjà, qu'est-ce que tu inclus comme une minorité? Est-ce qu'une femme, c'est une minorité pour toi? Enfin, je veux dire, voilà, la moitié, je sais pas, moi, je veux une preuve. Tu vois, je veux simplement une preuve. Ça veut dire quoi? Non, parce qu'en fait, quand ils font Mulan ou quand ils font Aladdin, on est d'accord, c'est pas des mâles blancs hétéros cisgenres, hein. Tu vois, voilà, il y a une femme qui est asiatique, Pocahontas c'est une femme qui est amérindienne, on a Aladdin, bon c'est un homme, mais bon, visiblement ça a l'air de se passer en Irak, donc voilà. C'est des minorités pour toi ou pas? Comment ça se passe? Enfin, tu vois ce que je veux dire? Et le lion, dans le roi lion, est-ce que c'est une minorité? Non, bref, moi je cherche à savoir, je cherche à comprendre, tu vois, ça veut dire quoi la moitié? Je veux savoir depuis quand, t'as des chiffres, faut sortir quelque chose, tu vois, c'est pas possible. Parce que juste pour prendre Star Wars, c'est une des plus grosses franchises Disney, j'ai pas l'impression qu'on croule sur les noirs, les latinos, les gays et les cuirs. Hein, voilà. À un moment donné, il y a deux femmes qui s'embrassent pendant une demi-seconde dans le dernier film, mon dieu, c'est la fin du monde quoi. Bon, voilà, je sais pas, mais les héros dans Star Wars, ça reste des blancs, bon, c'est une femme. Peut-être que pour toi c'est déjà une minorité, mais bon, voilà. Je pense que tu vas survivre, hein, tu vas survivre. Et si maintenant dans Marvel on a un héros qui est asiatique, on a un héros qui est noir, etc., bah, simplement, tu sais pourquoi c'est une question de capitalisme. C'est une question d'ouverture de marché. Tu veux conquérir le marché chinois, bah, il te faut un héros chinois. Tu veux conquérir le marché africain, bah, il te faut un héros africain. C'est tout, c'est une question d'ouverture de marché. Ils n'ont pas inventé des personnages là, ils existaient déjà.
De la même manière que maintenant, alors pour prendre un film matriciel dans le genre, le film s'appelle The Meg, hein, il y a eu la suite qui est sortie cet été que j'ai pas vu. Hein, voilà, le film, on a plein maintenant de blockbusters comme dans The Meg, où en fait ça se passe en Chine, il y a plein de personnages chinois. Pourquoi? Parce qu'ils ont envie de bénéficier du marché chinois où il y a 1,3 milliard de personnes. Enfin, je donne des chiffres au pif, ça se trouve c'est plus maintenant, mais vous avez compris l'idée. C'est parce qu'en fait il y a énormément de monde, donc énormément de consommateurs potentiels à convertir. C'est tout en fait, c'est absolument, purement tout. Faut arrêter les conneries. Il n'y a absolument pas de progressisme derrière, de wokisme ou quoi que ce soit. Non, ce qu'il y a derrière, c'est une stratégie marketing. Mais bon, voilà, vous n'êtes pas capable de comprendre ça, vous voyez des trucs politiques. Non, c'est du pur capitalisme. Acquérir de nouveaux consommateurs. Et oui, mais rassurez-vous, moi j'ai une explication tout à fait rationnelle en fait à cette haine comme ça de oh mon dieu, on aurait diversifié les castings. J'ai vu deux noirs une fois dans Black Panther. Mon dieu, le cinéma est devenu woke. Voilà, il y a une régression anthropologique. C'est ce que le mec Samuel Fitoussi il essaie d'argumenter pleinement. Voilà, il t'explique oh mon dieu, voilà, ça veut dire que les gens ils s'intéressent plus qu'à leur communauté, c'est une régression anthropologique, je sais pas quoi. Bon, le monsieur n'a pas l'air anthropologue. Hein. Voilà, le monsieur, d'ailleurs, il utilise des termes qu'il ne comprend même pas. C'est-à-dire que dans son bouquin, à un moment donné, il utilise le terme intersectionnalité. Hein. Voilà. Sauf qu'en fait, il ne sait pas ce que c'est que l'intersectionnalité. Ça tombe bien, j'ai fait une vidéo avec Padurine où on en parle. Comme ça, Samuel, eh ben, tu pourras apprendre des choses. Hein. Tu pourras apprendre ce que c'est que l'intersectionnalité. Tu vois, le mec n'est même pas capable de comprendre les mots qu'il emploie. C'est un truc qui est absolument incroyable. Donc, lorsque Samuel Fitoussi te parle de régression anthropologique parce que le cinéma est woke, il faut le croire, hein, c'est évident, il sait de quoi il parle, il est anthropologue, certifié et tout, Non, Samuel, tu racontes n'importe quoi. Et donc, du coup, à un moment donné, il vient, enfin voilà, je vous donne l'explication, en fait, c'est juste du racisme. C'est du racisme. Les mecs, en fait, ils paniquent parce qu'ils voient des Noirs et des Arabes dans les films. Et là, à un moment donné, Samuel Fitoussi, il illustre parfaitement ça. Il est là en train de nous dire on ne compte plus les films français œuvrant pour donner une bonne image de la diversité, centrés sur les destins émouvants d'individus d'origine étrangère. Sur la seule année 2022, liste non exhaustive, et là donc il cite des films, donc je vous dis pas les résumés des films, voilà, je vous dis juste les titres, Les Survivants, Les Engagés, Tori et Lokita. Alors Tori et Lokita, par contre, c'est pas un film français, c'est un film belge. Voilà, pas de bol, donc vérifie peut-être les choses avant de raconter n'importe quoi. Ils sont vivants. Les Rascals est un film sorti en 2023, pas en 2022, essaye encore. La Brigade, Les Vieux Fourneaux, La Jungle et mon Jardin, Rodéo, vous savez Rodéo, c'est le film où bon, la réalisatrice elle racontait des conneries au Festival de Cannes en disant ouais, les rodéos urbains, franchement, voilà, bon, elle faisait clairement bobo, un peu déphasé, fille à papa qui vient réaliser un film sur un truc qui l'a fait kiffer, voilà. Et c'était la plus grande polémique du Festival de Cannes l'année de sa sortie, mais en fait Rodéo, si on regarde le film, si on prend, on va dire, un peu de temps pour le film, on se rend compte que déjà c'est pas un si mauvais film que ça. Rodéo c'est plutôt un film plutôt pas mal. Et en plus, Rodéo, c'est pas un film qui va mettre en avant la diversité, comme quoi c'est fabuleux. Bon, c'est un film, t'as pas envie de faire partie de leur gang, hein. C'est un film en fait où il y a que des coups fourrés. L'héroïne, bon, c'est une voleuse, elle est vraiment dans une sorte dans la misère, elle a du mal à se faire des amis. Enfin, vraiment, ça a l'air compliqué. Les personnages qui sont sympathiques avec elle, il y en a pas ou très peu. Enfin, franchement, on est vraiment pas dans une représentation ou de la diversité qui est vue de manière extrêmement positive. Et à la fin, elle meurt parce qu'elle est trahie par les siens. Donc bon, je suis pas sûr que lorsque on regarde Rodéo, on se dise oh mon Dieu, la diversité, quel plaisir, il en faut plus. Hein, voilà, c'est ça le problème, c'est qu'en fait, Samuel, tu parles de films que tu n'as même pas vus. Hein, voilà, moi, Rodéo, je l'ai vu, parce qu'en fait, moi, je sais que lorsque la réalisatrice, son nom de breton à la con, là, quand elle parle de son film, elle en parle mal, parce que bon, c'est pas son métier c'est de réaliser des films. Et que, comme le disait Proust, hein, dans Contre Sainte-Beuve, lorsque on a un auteur, on a un artiste qui est en train de faire quelque chose, et ben c'est au moment où il crée son art qu'il est le plus investi, le plus soigné, ce qu'il fait. Et donc forcément, son film sera moins bête que ce qu'il va en dire en interview. Hein. C'est ça qui est important, c'est ça qu'il faut se rendre compte. Parfois, des réalisateurs peuvent dire des trucs très cons. Et en fait, lorsqu'on va voir le film, on se rend compte que, en fait, non, c'est un peu plus subtil que ça. Et Rodéo, le film est beaucoup plus subtil que sur les conneries que raconte la réalisatrice en interview. Donc voilà, il faut savoir. Donc là, tu t'es fié aux propos de la réalisatrice, et puis finalement, tu as raconté absolument n'importe quoi. Donc ça veut dire qu'en fait, sur ta liste, je sais pas, il y a une dizaine de noms. Il y en a qui sont pas sortis la bonne année, il y en a qui sont même pas français, il y en a un autre, il n'y a pas aucune représentation positive de la diversité dedans. Voilà, bon, les autres je les ai pas vus. Donc en fait sur le peu que j'ai vu,
Il n'y en a aucun qui colle. Donc en fait, je veux dire, et surtout, en fait, là, tu arrives à citer peut-être une petite dizaine de noms. Tu sais combien est-ce qu'il y a de films français qui sont sortis en 2022? Alors j'ai cherché, il y en a 208. Il y a 208 films français, tu arrives à en citer une petite dizaine, dont la moitié, on va dire, ne correspondent même pas. Et t'es là en train de te dire, mon Dieu, il y a 5% de films avec la diversité, c'est terrible. Il est là en train de dire, certains de ces films, évidemment, sont de qualité. C'est leur multiplication, signe d'une tendance de fond qui interroge. Hein, il y a une tendance de fond qui montre que, oh mon Dieu, qu'il pourrait y avoir des Noirs et des Arabes dans des films. C'est ça qui te pose problème, Samuel, en fait. C'est ça qui te gêne profondément. Et je suis désolé, mais c'est une forme de... c'est rien de plus que du racisme en fait, Samuel. Je veux dire, si tu poses problème, c'est qu'en fait, un film, et dedans, en fait, bon, bah voilà, les Noirs et les Arabes sont pas les méchants. Et toi, tu considères que quand même, bon, voilà, c'est un peu gênant qu'on montre les Noirs et les Arabes comme n'étant pas des méchants. C'est ça que tu es en train de dire. C'est un peu gênant quand même, Samuel, d'en arriver là, de te faire une liste, de même pas vérifier ta liste, pour sortir des conneries pareilles. Alors tu dis que ta liste n'est pas exhaustive, mais encore heureux que ta liste n'est pas exhaustive. T'imagines s'il y avait seulement 4 films par an qui sortaient avec un noir et un arabe qui sont montrés de manière à peu près positive. Franchement, ça veut dire que bon, la France aurait un vrai problème de racisme, peut-être encore plus important que ce qu'il est actuellement. Tu comprends bien que c'est pas grave. Et puis en plus, tu cites des films, je sais pas, est-ce que vous avez vu, vous, Les Vieux Fourneaux, La Jungle et Mon Jardin, Ils sont vivants, La Brigade, Les Engagés, Les Survivants, vous avez vu ça, vous? Moi, je les ai pas vus. Et pourtant, bon, quand même, peut-être il y en a un ou deux que vous avez vu. Moi, j'ai vu Tori et Lokita, parce que c'est un film des frères Dardenne, mais comme il est belge. Les Rascals, j'ai pas vu. À ce qui paraît, c'est pas mal du tout. Mais voilà, mais enfin, bon. Voilà, et il n'est pas sorti la bonne année. Donc en fait, en vrai, c'est un peu chaud, quoi. C'est un peu chaud de même pas être capable d'arriver à citer des films, dire oh Dieu, il y en a plein, et il n'y a rien en fait. Il n'y a rien dans ce que tu arrives à citer. C'est une catastrophe, Samuel. C'est une catastrophe. Une catastrophe. Ça, c'est au travail journalistique, mais je veux dire, au Figaro, ils t'engueulent pas, ils se moquent pas de toi, ils sont pas là en train de se. Enfin, je veux dire, ils confient des vraies enquêtes, des vrais articles de fond à traiter, parce que ça, c'est une catastrophe. Tu vois, si tu peux écrire sur ce que tu veux, tu te dis, je vais écrire là-dessus, et t'arrives à te planter comme ça, aussi lamentablement, c'est qu'il y a un problème, tu vois. Et en plus, tu te dis, bah, ça se trouve, ces films sont de qualité, mais bon, quand même, ça interroge, parce qu'il y a des Noirs et des Arabes dedans, mais je veux dire, c'est incroyable, c'est incroyable. Il y a 208 films, et t'arrives à en citer pleinement une petite dizaine. Non mais faut arrêter de te moquer du monde. Et donc je reprends mon article, et donc je reviens sur une phrase que j'ai dite, ouais, ridiculiser certains personnages en faisant passer de mal alpha à très bêta. Bon, effectivement, c'est vrai, il y a maintenant plus de personnages masculins, et Samuel Fitoussi en parle aussi, mon Dieu, lui voit ça comme un drame, tu vois, les personnages masculins, blancs parfois, qui seraient vus comme des méchants et tout, etc. Mais je veux dire, à un moment donné, vous n'êtes pas dit, vous, quand vous regardez des films, quand vous étiez gamin, que en fait, le personnage rigolo c'était toujours le noir, le personnage qui mourait le premier c'était toujours le noir, etc. Vous n'êtes pas dit, tiens, il y a des clichés là, et c'est un peu de la merde, c'est un peu chiant. Donc oui, effectivement, là, peut-être qu'il y a des clichés, et encore, pas dans les films que je regarde moi, peut-être dans les merdes que vous regardez vous, mais pas dans les films que je regarde moi, pardon d'avoir meilleur goût que vous. Assez marrant de repérer les clichés seulement quand ils vont dans un sens et pas quand ils vont dans un autre sens. Le problème, c'est le cliché de manière générale, c'est pas le cliché lorsque vous êtes désigné comme faisant partie d'un cliché. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Et puis on va pas se mentir, hein, des personnages qui sont ridiculisés, dont la virilité, voilà, ils passent de mal alpha à mal très bêta, il y en a toujours eu dans le cinéma. Bah, je suis désolé, mais moi, un de mes films préférés, c'est L'Impossible Monsieur Bébé. Il y a Howard Hawks, qui est un de mes réalisateurs préférés, qui réalisait des comédies. Dans ces comédies, bon, bah, les mecs, voilà, ils étaient un peu, comment dire, taquinés par les femmes, parce qu'en fait, les femmes, elles prenaient le pouvoir, elles prenaient l'ascendant sur les mecs. C'était une des constantes du cinéma d'Howard Hawks, c'est d'avoir une femme forte dans un milieu d'hommes. Et du coup, la femme arrivait à se faire une place, arrivait un peu à renvoyer les mecs. Et ça, c'est quand même super drôle. Voilà, c'est des films des années 30. Il n'y a pas de trucs comme ça arrive, ça imposé. Mais non, c'est des choses qui a toujours existé dans le cinéma. Il faut arrêter, vous juste n'avez aucune culture. Et d'ailleurs, moi, ce que je trouve marrant, c'est qu'au tout début de son bouquin, donc Samuel Fitoussi commence par une liste. Hein, voilà, il commence par une liste en disant voilà, de nos jours, on ne pourrait plus faire ces films. Alors il y a un paquet de bouse dans la liste de films qu'il cite. Parce qu'à un moment donné, le mec, il s'amuse. Je suis en train de retrouver la page. Le mec, il est en train de citer des films genre La couleur des sentiments. Je sais pas si vous avez vu ça. Moi, j'ai vu ça au cinéma. C'est un des pires films que j'ai vu de ma vie. En fait, et là, on dit on pourrait plus faire, mon Dieu, on pourrait plus montrer des blancs qui aident des noirs et tout, etc. S'émanciper, c'est grave. Alors bon.
c'est pas ça qui pose problème dans le film. Ce qui pose problème dans le film, c'est quand même un film qui dure une plombe, qui est nul, qui est moche, qui est mal joué, qui est bête, où en fait le message c'est bon, nos femmes de ménage elles sont noires, c'est très bien qu'elles soient noires, tu vois, il n'y a pas d'émancipation où les femmes de ménage arriveraient à faire autre chose, enfin les noirs arriveraient à faire autre chose que les femmes de ménage, non, elles restent femmes de ménage, mais bon, quand même, il faut les laisser faire caca dans nos toilettes. C'est ça le message du film. Et tu te dis à un moment donné, bon. C'est un peu de la merde quand même, voilà. Il faut quand même se rendre compte que c'est un message qui est complètement con. Voilà, donc moi je trouve ça très bien qu'on puisse plus raconter ce genre de bêtises, parce qu'en fait ça se veut tellement bien pensant, mais c'est juste bête en fait. C'est juste bête, le message du film est complètement bête. Donc du coup, voilà, donc il nous cite des films. On pourrait plus faire aujourd'hui certains Lem Show, Psychose, Breakfast at Tiffany's, Belle de jour, Les producteurs, La vie de Brian, Manhattan, Les valseuses, Y a-t-il un pilote dans l'avion, etc. Bon, je sais pas pourquoi est-ce qu'on pourrait plus faire certains de ces films, je sais pas pourquoi on pourrait pas refaire Psychose, genre il n'y a plus de slasher de nos jours, ça n'existe plus, bon, je sais pas. Par contre, moi ce qui me fait rire, c'est que, donc après, donc c'est là où il dit, et même La couleur des sentiments, 12 Years a Slave, Green Book, et peut-être même Game of Thrones, j'ai pas vu Game of Thrones, mais bon, La couleur des sentiments, 12 Years a Slave et Green Book sont des films que je déteste. Bon, voilà. Donc, bon, esthétiquement, hein, pas pour leur message, un peu pour leur message aussi pour certains, genre La couleur des sentiments, comme dit, c'est vraiment compliqué. Hein. Mais quand moi je vois qu'il commence par Certains Lem Show, hein, voilà, le premier film physique qu'on pourrait plus faire aujourd'hui, c'est Certains Lem Show. Pour vous résumer le pitch de Certains Lem Show, hein, donc c'est un film de Billy Wilder qui est un excellent réalisateur, peut-être un des meilleurs réalisateurs de tous les temps, qui a toujours été, comment dire, une vision très politique en fait, parce qu'il y avait toujours cette lutte contre la censure. Comment est-ce qu'on pouvait essayer de tourner son film pour échapper à la censure? C'est un réalisateur que je trouve absolument brillant, hein, et dans Certains Lem Show, ça raconte des gens qui se cachent en se déguisant en femmes. Voilà. Donc il y a du travestissement, etc. Et à la fin du film, vous avez tous vu cette scène, vous avez tous entendu cette réplique, il y a la fameuse réplique « Nobody's perfect ». Personne n'est parfait. Et dans quel contexte est-ce qu'elle est dite, cette réplique? Donc en fait, c'est un mec qui est déguisé en fille, et puis t'as un mec qui lui avoue que il est amoureux de lui. D'elle plutôt, il est amoureux d'elle, il sait pas que c'est un mec. Et puis le mec est là en train de dire, en train de se trouver déçu, mais non, c'est pas possible, c'est pas possible. Et le mec il dit, mais je m'en fous, moi je t'aime, je t'aime, je t'aime. Et puis un le mec finit par enlever sa perruque en disant, mais je suis un homme. Et puis, vous savez ce que répond l'autre? L'autre il lui dit, mais personne n'est parfait. Et là c'est beau, c'est drôle, on rigole, on s'esclaffe. Ça, si ça sort de nos jours, c'est pas la gauche qui va râler en disant oh mon Dieu, en fait, on se rend compte qu'on peut s'aimer par-delà l'identité de genre, on peut croire qu'une personne est une femme, mais en fait, se rend compte que c'est un homme, et en fait, quand même être amoureux, ce genre de choses. Non, c'est pas ça que vous diriez. C'est la droite qui va venir pleurer et hurler qu'en fait, on veut rendre nos enfants non-binaires et faire des couples lesbiens où ils font des ciseaux ensemble, alors qu'en fait, non. C'est ça. C'est la droite qui va râler. J'essaie de vous comprendre. Donc en fait, je comprends même pas. Certains l'aiment chaud. Enfin, tu te rends compte que si tu regardes ça aujourd'hui, tu n'as aucune conscience du film, tu dirais que c'est un odieux film woke. Hein, et c'est pareil, il y a un de mes films préférés de Billy Wilder, peut-être mon film préféré, qui s'appelle Kiss Me Stupid, qui est une sorte, comment dire, d'éloge de l'infidélité, où en fait il y a une histoire de gens qui vont faire un peu d'échangisme entre eux sans trop le savoir, et qu'en fait à la fin, eh ben, c'était le truc à faire parce que ça permet que tout le monde soit heureux. Enfin, t'as un truc, moralement, le cinéma de Billy Wilder, hein, il est ambigu. Hein, voilà, tu voulais du cinéma ambigu avant, tu disais, et bah oui, le cinéma ambigu, c'est chez Billy Wilder. Ok, très bien. Bon, par contre, je suis pas sûr que ça défende ta morale chrétienne et tout, que t'as l'air de tellement aimer dans les vieux films Disney. Hein, parce que bien sûr, Samuel Fitoussi, tout comme ce putain d'article là, en fait, ils sont là, ils parlent que de Netflix et ils parlent que de Disney. Enfin, globalement, c'est leur horizon culturelle, c'est Netflix, c'est Disney, oh mon dieu, Netflix, Disney. Bon, ça te pose un problème, mais tu regardes pas en fait. Je veux dire, t'es pas obligé de regarder cette merde. Je veux dire, il y a d'autres choses qui sont plus intéressantes à faire. Et je pense que j'en ai parlé très largement. Il y a d'autres gens qui en parlent parfois. Quand même des choses qui sont à voir, qui ne sont pas Netflix ou Disney. Hein. Donc, je continue à lire mon article. Ce progressisme assumé qui pouvait sembler salutaire s'est mis à crisper, voire à choquer. L'extrême droite s'insurge en milieu d'année 2023 avec la sortie de La Petite Sirène, remake filmé et musical du dessin animé sorti en 1989 des studios Disney. À ceci près que l'héroïne n'a plus la peau blanche, mais les traits noirs de l'actrice américaine Halle Bailey. L'an dernier, déjà un BC gay s'était glissé dans le film Buzz l'éclair. Oh, mon Dieu. Mais en fait, déjà, ma question c'était si on a foutu des polémiques de l'extrême droite. Hein, voilà, je veux dire, si on écoutait l'extrême droite sur l'art, on ferait des statues en plâtre. Bon, quand même, voilà, on est capable de faire un peu mieux niveau art, niveau esthétique, on est capable de voir un peu plus loin que les plâtriers, hein, que la poterie.
Mais du coup, il dit, les grands classiques, eux, subissent des sermons d'une époque qui les juge rétrogrades. Sur la plateforme de streaming de l'entreprise, un message d'avertissement prévient depuis plus de 3 ans de représentations datées, de stéréotypes déplacés et d'autres influences néfastes. Autant de micro-agressions, disent en chœur, râleurs et moqueurs, que vêtuderaient la belle et le clochard, où deux félins siamois aux yeux bridés jouent du piano avec des baguettes. Sans parler de Peter Pan et de ses peaux rouges, ou du brave Dumbo capable de frayer avec des corbeaux à la culture jazz très black. Ok, on s'en fout, on fait totalement, ok, je veux dire, enfin, moi, en fait, ce qui me choque, c'est pas de préciser au milieu d'un film que c'est un peu tout le début d'un film, que c'est daté, que bon, il n'y a rien de choquant à ça, tu préviens, tu dis, bon, voilà, moi je suis pour, quand même, pour balancer l'œuvre brute aux gens, et qu'ils soient choqués, qu'ils soient traumatisés, mais bon, écoute, voilà, moi, c'est absolument pas le pire. Et donc, ce qui est marrant, c'est qu'on va reboucler là sur notre fan Alan, 29 ans, dont pour qui la douche est compliquée. Il dit, voilà, cela en devient grossier, souffle Alan le fan. Se forcer autant à plaire aux minorités finit par vexer la majorité. Je trouve ça vraiment dommage. Il s'agit d'une entreprise qui veut parler à tout le monde. Alan. Ensuite, ça continue. Disney s'est bien gardé de charcuter ses classiques. La film, en revanche, a les mains plus libres pour les adaptations de plus en plus nombreuses en prise de vue réelle, qui ont le double avantage de remplir les caisses et de se conformer au goût du jour. Faut savoir, je croyais que en fait, Disney s'habillait, ils avaient plus de sous et tout. Je comprends pas. Dans le live action de La Belle et le Clochard en 2019, la chanson problématique des chats siamois est évacuée et la même année, le Dumbo de Tim Burton chasse ses corbeaux pour des vieux démons d'un passé révolu. Ok, je m'en fous en fait, je m'en fous. Bref, je veux dire, effectivement, oui, lorsqu'on fait des remakes, on adapte les films à leur époque, c'est ça que tu es en train de nous dire. C'est le principe d'un remake. On adapte les films à leur époque. Et voilà, comme dit, moi je me souviens même pas de la scène dans La Belle et le Clochard avec des chats siamois, comme dit, pour moi c'était plutôt les Aristochats. Je pense pas que ça faisait l'âme du film. Hein. Pareil dans Dumbo, j'ai pas souvenir de corbeaux. Hein. Donc, je suis pas sûr que les corbeaux faisaient l'âme du film. Je ne suis pas sûr que s'il y a des gens qui aimaient Dumbo à l'époque, c'était parce qu'il y avait des corbeaux dans le film. Bon, je continue à lire. Blanche-Neige. Hein. Futur chef-d'œuvre, évidemment. Qui a plus de 6 ans, on a quelque chose à faire de Blanche-Neige. Et ben eux, visiblement, Bernard Arnault. Voilà. Blanche-Neige, attendue en 2025, est en passe de subir un lifting plus radical encore, alimentant le procès en wokisme de la firme de Burbank. Je sais pas le placer sur une carte, donc je m'en fous. Pour ne pas heurter certaines susceptibilités, les 7 nains ont muté, sauf nouveau changement d'ici là, en créatures magiques. Incroyable. Le chat de Rachel Zegler, une actrice d'origine colombienne métisse, a été aussi abondamment commenté. Mais commenté par qui Oui, par l'extrême droite. Encore une fois, qu'est-ce qu'on en a à faire de l'avis de l'extrême droite sur l'art? Rien, on s'en fout. Je veux dire, c'est des mecs, ils auraient cramé des bouquins, ils auraient fait des autodafés il y a quelques années. C'est bon. C'est des mecs qui te parlent d'art dégénéré, tu vois, genre ils ont le même vocabulaire que les nazis, et genre on a quelque chose à foutre. Elle-même a annoncé que son personnage ne serait pas une pauvre pomme. Nous ne sommes plus en 1937, elle ne sera pas sauvée par un prince, elle ne rêvera pas du grand amour. Ajoutant que le fameux prince qui embrasse la princesse en son consentement avait tout d'un stalker. Entre parenthèses, harceleur. Ben oui, en fait, c'est ce que je disais avant, c'est que parfois vous avez des œuvres, elles sont réinterprétées au fur et à mesure des âges, des époques, elles sont racontées de manière différente. Je racontais ça avec Aladdin. La version qu'Antoine Galland a importée en Europe, c'est pas la version d'origine d'Aladdin, d'accord. La version de Disney qui est adaptée du coup de la traduction d'Antoine Galland, c'est pas la même version que celle d'Antoine Galland et c'est encore moins la même version que la version d'origine. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, les choses évoluent. Et là, j'ai envie de vous dire un truc. Vous êtes au courant quand même que le Blanche-Neige de Disney, eh ben, c'est pas la version immuable comme ça, c'est pas le conte parfaitement respecté qui est comme ça. Et que Disney est quand même connu pour faire n'importe quoi avec les adaptations de contes et pour en vider toute l'essence et toute la substance. On parlait avant de La Petite Sirène. La Petite Sirène, moi j'ai pas vu le film parce que je m'en fous, d'accord. Je n'ai plus 6 ans, je m'en fiche de La Petite Sirène, ça ne m'intéresse pas. D'accord. Si je vois un beau film pour enfants, je regarde Paddington 2. D'accord. Paddington 2, c'est un chef-d'œuvre. Vous regardez Paddington 2, c'est un grand film, un chef-d'œuvre, un bijou. Voilà. Bon, je regarde pas La Petite Sirène. Bon, là, ce qui se passe avec La Petite Sirène, c'est lorsqu'ils l'ont adapté, même la première fois, hein, Disney en dessin animé, ils ont délocalisé ce qui se passe au Danemark, ils l'ont délocalisé dans les Antilles. Hein. Voilà, c'est pour ça que vous avez des personnages qui parlent avec un accent créole. Bon, ok, est-ce que c'est très grave? Non, ça ne vide, c'est pas ça qui vide la substance de l'œuvre. Tout comme le fait que La Petite Sirène soit noire, c'est pas ça qui va vider la substance de l'œuvre, parce que la substance de l'œuvre d'origine, La Petite Sirène, du conte d'Andersen, c'est
quelque chose qui est profondément chrétien. Ça concerne l'immortalité de l'âme. Lorsque tu regardes La Bouse innommable de chez Disney, à quel moment est-ce qu'on parle d'immortalité de l'âme? À strictement aucun moment on ne parle de l'immortalité de l'âme. À aucun moment. Zéro, nada, on n'en parle pas. C'est même pas un sujet. Donc elle est là la réelle déformation en fait. Elle est là la déformation. Elle est du fait qu'en fait on enlève dans l'œuvre de base son essence. On la prive de son essence pour en faire un divertissement bête. Voilà, on va te vendre des petites figurines et puis des chansons, des DVD, on va te chanter des chansons de merde jusqu'à t'abrutir. C'est ça qui s'est passé en fait. D'accord? Donc en fait que le personnage soit noir, soit blanc, en fait on s'en fout. C'est pas ça qui est important. C'est pas la plus grande trahison de Disney. Si on peut supposer que c'est une trahison. La trahison, c'est que la quête de la petite sirène, c'est de devenir humaine pour que son âme puisse survivre. Et à la fin, en fait, elle échoue. Elle échoue à rester humaine, elle échoue à épouser le prince, elle n'aura pas d'âme immortelle, et elle meurt. Mais elle a une deuxième chance, elle se transforme en fille de l'air, qui, eux, si elles font des bonnes actions, au bout de je sais pas combien d'années, elles pourront peut-être avoir une âme immortelle. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? C'est-à-dire qu'en fait là, on a quelque chose qui devrait intéresser le droit tardé de base, tu vois, si on est sur un truc bien chrétien avec l'immortalité de l'âme et tout, voilà. Et en fait non, eux, qu'est-ce qu'ils vont défendre? Ils vont défendre la version bête et méchante, américanoïde de la petite sirène. Ils vont pas défendre la version d'origine, celle qui, leurs valeurs, leurs traditions et tout, avec le mythe chrétien et tout. Non, eux ils veulent défendre la version bête qui sert juste à bouffer des pizzas et des hamburgers devant. Respectez-vous. C'est pour ça qu'en fait, moi ça me fait tellement rire quand je vois un droit tardé s'amuser à parler de culture. Mais je sais bien que vous n'êtes pas cultivé, je sais bien que vous n'avez qu'une culture. L'autre jour, il y a, comment il s'appelle, Damien Rieu qui s'amusait à donner un truc, oui voilà, les banlieues, elles sont privilégiées face aux campagnes. Et donc il donne, je sais plus, 7 exemples de pourquoi est-ce que les banlieues sont des privilégiés et tout. Bon, voilà. Par exemple, il y a parfois des services publics, voilà, dans les banlieues, donc c'est des privilégiés parce que parfois en la campagne, faut prendre la voiture pour aller jusqu'au service public le plus proche. Bravo, t'as compris le principe d'habiter en ville comparé au principe d'habiter à la campagne. Bravo Damien, t'es hyper pertinent, je te félicite. Non, et puis on a des trucs bêtes, genre voilà, dans les banlieues, les classes seraient dédoublées, alors qu'en fait non, c'est pas les classes qui seraient dédoublées, c'est parfois des classes qui sont dédoublées. Donc clairement, Damien, soit il fait preuve d'une mauvaise foi crasse, soit il est bête. Voilà, c'est l'un des deux, voire peut-être un mélange des deux. Voilà, mais bon, en gros, voilà, tu peux pas prétendre que les banlieues sont privilégiées. Et puis il y a un autre privilège, c'est le privilège culturel. Est-ce que vous connaissez beaucoup de films sur la France de Crépol? Il n'y en a pas. La France périphérique, elle n'intéresse pas les artistes, personne ne chante sur la France de Crépol, personne ne fait un film pour dire ce que peut être la pauvreté dans les campagnes, ce que peut être l'ennui, les ravages de la drogue aussi, parce qu'il y en a, tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout. Il y a la France de Guy Louis, enfin la France périphérique de Christophe Guy Louis. Mais... Voilà, et bien cette France-là, elle est aussi discriminée d'un point de vue culturel, elle n'intéresse pas les élites, elle n'intéresse très peu les médias, elle n'est pas vendeuse, il n'y a pas de belle histoire à raconter, il n'y a pas de victimisation et pourtant il y aurait beaucoup de choses à dire. Donc voilà, Et il dit que les banlieues sont privilégiées culturellement parce que les gens ils font plus de films sur les banlieues que sur le terroir. Et donc je lui dis mais en fait Damien, t'as pas vu Les Chiens de la Casse en fait, c'est un des meilleurs films de cette année 2023, c'est un film, c'est exactement ça, tu vois, c'est des jeunes dans la campagne qui se font chier et voilà, et ça raconte ça, il n'y a pas spécialement d'intrigue, il n'y a pas spécialement de scénario, il n'y a pas spécialement, voilà, les personnages ils sont ce qu'ils sont. Et je raconte des jeunes un peu désœuvrés, qui n'ont pas trop d'ambition, qui n'ont pas trop, on va dire, perspective professionnelle et de comment est-ce qu'ils vont essayer de s'en sortir ou pas, est-ce qu'ils vont réussir ou pas. Et c'est un des meilleurs films de 2023. Ouais, voilà. Mais ouais, Damien, t'en parles pas de ça. Tu vois, tu dis, ça n'existe pas. Mais oui, mais en fait, voilà, je sais bien qu'en fait, tu n'as pas la culture, tu n'as même pas fait l'effort de t'intéresser à ça. Le but, c'est que tu parles à des gens qui sont déjà acquis à ta cause. Et que tu parles à des gens qui sont déjà acquis à ta cause, il suffit de dire une bêtise avec lesquelles ils sont d'accord. Et les gens, ils sont d'accord. Ouais, ils vont pas s'amuser à chercher. Et quand je dis des films de banlieue, cette année, on avait un film de banlieue qui était excellent et qui n'avait rien à voir avec les films qu'on a vus l'année dernière, Athéna, ou bien le film qu'on avait vu, je sais plus en quelle année, c'était 2019, Les Misérables, ou ce genre de choses. On a un film qui s'appelle Les Gangs du Bois du Temple, ou Le Gang du Bois du Temple, je sais plus, voilà. Est-ce singulier, est-ce pluriel, vaste question. Où justement, dans ce film, en fait, on va casser toutes les images préconçues de la banlieue, où en fait, la banlieue dans les films comme Les Misérables, dans les films comme Athéna, la banlieue est représentée comme se l'imagine un droit tardé, c'est-à-dire un lieu hyper violent, comme ça, hyper tendu, où en fait, les mecs, tu vois, ils sont là, tout est prêt à exploser, ils attendent qu'une seule chose, c'est d'aller mitrailler des gens, c'est d'aller tuer des gens, c'est d'aller voilà, s'en prendre aux flics, casser du flic, etc.
Et ça, on va pas se mentir, ça reste quand même une représentation, on va dire, majoritaire dans le cinéma de banlieue, c'est de représenter la banlieue un peu comme ça. Voilà, c'est ce côté un peu, genre, voilà, on va s'affronter avec la police, avec des caïds, avec des gangs et tout, etc. Et c'est là où le gang du Bois du Temple va réussir, en fait, à proposer une autre voie. Tu vois, on commence sur une sorte de film de braquage et on va aller vers totalement autre chose. Parce que c'est un film qui est quand même un peu plus malin, qui va pas s'embarrasser d'un scénario alambiqué, qui s'amuse pas en fait à reproduire des choses qui ont déjà été faites depuis La Haine, Ma cité va craquer, du coup Les Misérables, Athéna, ou ce genre de choses. Dis-moi, toi, ce que t'inspire la beauté du jour. Viens vers moi, que j'en respire. Un vrai chant d'amour, le temps suspend la fragrance d'un parfum très rare, quelque archange en vacances soupire quelque part. Roses et hausses exceptionnelles, à l'éclat car s'inclinent au fond des chapelles. Et si voir ce film vous intéresse, c'est un chef-d'œuvre, voilà, on va pas se mentir, c'est un chef-d'œuvre, c'est un des plus grands films de cette année. Je vais le diffuser, enfin je vais le diffuser, c'est pas moi qui vais cliquer sur le bouton play, on va le diffuser au Club de l'Étoile, du coup le 20 janvier, voilà, les places sont dans la description, voilà, si vous voulez, vous pouvez prendre les places. Je vais faire en fait un top 10, non, peut-être même plus un top 10, parce que cette année 2023 a vraiment été exceptionnelle niveau cinéma. En gros, en fait, je vais parler des films en direct, des films que j'ai aimés cette année. Ce sera enregistré, je vais faire un montage après, je le mettrai sur YouTube, et on va diffuser du coup 4 de ces films, 4 des films que j'ai beaucoup adoré cette année. Pas forcément ceux que j'ai préférés, c'est juste ceux dont on avait les droits, ceux que ça me faisait plaisir de diffuser. Et dedans, du coup, il y a Le Gang du Bois du Temple, il y a Désordre Unruhe, dont j'ai déjà parlé, donc il y a un film profondément de gauche sur l'anarchisme, où en fait, justement, on voit Kropotkin, donc un anarchiste russe, qui va débarquer dans le Jura suisse, et ils parlent comme ça, dans le Jura suisse, ils sont là, parfois ils parlent un peu allemand, où en fait on va s'intéresser à la condition d'ouvrière femme en Suisse, voilà, à la fin du 19e siècle, donc vraiment une question intéressante. Voilà, le droit tardé pourrait être intéressé par ce sujet-là, quand même, voir qu'est-ce que c'est qu'un bon Suisse, un bon Européen, hein, voilà, comment est-ce qu'il travaillait, dans quelles conditions il travaillait, et comment est-ce que la gauche fait tout pour améliorer leurs conditions de travail, parce que la droite propose quoi pour améliorer les conditions de travail des gens? Rien, que dalle, voilà. Bon, là, il y a vraiment un sujet qui est intéressant. On va diffuser ça, on va diffuser Showing Up, dont j'ai déjà fait une vidéo, on va diffuser ce film-là. Et on diffusera également, sur le dernier film, j'ai oublié, L'Envol. Ah, L'Envol. Et c'est le film dont je vais vous parler maintenant. L'Envol, donc en fait, c'est un film donc, qui se passe en France, hein, voilà, après la Première Guerre mondiale. Donc pareil, on est sur le territoire, en fait, et on montre en fait un mec qui revient de la guerre. Et en fait, il y a une fille. Sauf que cette fille, en fait, il va se rendre compte que c'est pas vraiment sa fille, sa femme a été violée et tout par un mec du village. On se rend compte comme les villages, tu vois, c'est pas. Dans les villages, tu vois, il n'y a pas besoin de faire venir des immigrés pour que, tu vois, il y a des choses bizarres qui se passent, voilà. Hein. Parfois, dans des milieux fermés, claniques, avec des secrets, bon, il peut se passer des choses assez dégueulasses aussi.
Et c'est un film que je trouve absolument sublime, où en fait on va voir en fait l'évolution de cette fille, donc, qui est issue d'un viol, qui va être élevée par son père, qui n'est du coup pas son père biologique, et c'est un film profondément sublime. On va voir en fait l'émancipation de cette fille-là. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est adapté d'un bouquin russe. Alors j'ai pas trouvé le bouquin, j'aurais beaucoup aimé le lire, mais donc je ne connais pas trop les différences entre le bouquin et en fait le film, mais je pense que ça doit quand même être assez différent, parce que je crois que c'est une adaptation assez libre. Et le réalisateur, qui me semble être quelqu'un de profondément de gauche, ce qui fait qu'en fait on va diffuser 4 films de gauche, hein, voilà, les 4 meilleurs films de l'année, peut-être qu'ils sont de gauche, hein, quand même, peut-être que esthétiquement la gauche propose plus de choses que la droite, hein, parce que bon, Vaincre ou mourir, on va pas se mentir, c'est quand même une sacrée merde, voilà, et donc en fait on est dans la même démarche un peu que le Blanche-Neige de Disney. Oui, j'essaie de, voilà, je rame pour accorder les wagons pour parler des films dont j'ai envie de parler, parce qu'en fait justement il y a la même chose, le réalisateur il disait, bah oui, non, en fait, là on est alors, du coup le film a été tourné en 2022 ou 2021, enfin voilà, on est dans les années 2020, on peut pas raconter une histoire comme on la racontait en fait au début du XXe siècle, d'accord, il y a des choses qui ont évolué, on peut pas la raconter exactement de la même manière, donc il y a des choses qui évoluent, il y a des choses qui changent. Et donc du coup, bah, c'est une femme, c'est l'histoire de l'émancipation de cette femme. C'est plus une femme qui passe, comme dans le bouquin, de la tutelle de son père à la tutelle de son mari. Là, c'est une femme qui va justement chercher à s'en émanciper. C'est elle qui va être actrice, c'est elle qui va embrasser le mec en premier. C'est elle qui va peut-être le rechasser. Voilà. On est sur d'autres modèles féminins. On sort des clichés. Et lorsqu'on sort des clichés, en général, c'est même plus intéressant que lorsqu'on reproduit encore et toujours le même cliché. Hein. Je sais que vous aimez les clichés, vous voulez voir toujours la même chose. Mais bon, quand même, voilà, esthétiquement... sortir d'un cliché, ça fait pas forcément un bon film, mais rester dans le cliché, on peut être sûr que ça fera une sacrée merde. Comme dans le film The Fablesman, qui accumule les clichés. Hein. Et donc du coup, ouais, L'Envol, on va diffuser également L'Envol, donc le samedi 20 janvier au Club de l'Étoile. Donc si ça vous intéresse, donc pareil, c'est un film sur le terroir, voilà, vous pouvez voir que c'était un vrai français dans les années 20, hein, voilà. Donc vous soyez de droite ou de gauche, ces choses sont intéressantes, sont importantes, et c'est des films que je pense, esthétiquement, peuvent emporter au-delà de tout clivage politique. Et la veille, du coup le 19 janvier, on va diffuser 2 films qui n'ont rien à voir avec ce top que je ferai du coup en scène, en public. Je vais monter Beau Travail, dont j'ai déjà parlé, donc un film de Claire Denis sur des légionnaires, voilà, des légionnaires qui s'ennuient dans le désert, et qui du coup deviennent chorégraphes, qui font de l'art. Et La Lettre inachevée, un film soviétique où on voit comme ça des gens aller dans la taïga russe pour aller à la recherche comme ça, qui vont être des vrais explorateurs, des vrais mecs et des femmes virils. Un vrai film d'aventure, peut-être le film d'aventure dans ce ça de plus pur. Voilà, donc voilà. Qu'est-ce que c'est que vraiment partir à l'aventure? Est-ce que c'est pas Indiana Jones, tu vois? C'est quelque chose de beaucoup plus cru, beaucoup plus réaliste, beaucoup plus beau, beaucoup plus touchant, beaucoup plus fort, beaucoup plus puissant, parce que c'est soviétique et on n'est pas dans une Spielbergerie qui est une niaiserie insupportable. Je conclue avec cet article parce que c'est encore long et ma vidéo est déjà beaucoup trop longue, je pensais faire 20 minutes. Voilà, du coup, cette Blanche-Neige érigée en figure de l'empowerment, en parenthèse, le pouvoir d'agir, féminin n'a pas plu à David Hans, 91 ans. Oh mon Dieu, il y a un vieux mec, c'est un vieux réac, quelle tristesse, quelle surprise, bon Dieu. Le fils du réalisateur du cultissime cartoon qui l'a fait savoir dans le Télégraphe anglais. Mon père et Walt Disney se retourneraient dans leur tombe devant ce remake woke. Cela ne ressemble plus aux histoires d'origine. Et donc là, David Hans, déjà on s'en fout de ton avis, des personnes, mais surtout, ma question c'est à quel moment un film Disney a-t-il ressemblé aux histoires d'origine? Quel film Disney est une adaptation fidèle du conte d'origine? Disney a toujours pris les versions des contes les plus lisses et les a lissées encore plus. Vous avez 2 versions de contes, la version de Cendrillon, par exemple la version de Grimm et la version de Perrault. Et lui, si ils vont prendre la version de Perrault et ils vont encore l'adoucir pour faire un truc, une sorte de conte de fées absolument fade et sans saveur, alors qu'en fait dans la version de Grimm, on a les sœurs comme ça qui doivent se couper les pieds pour rentrer leurs pieds dans la sandale de Cendrillon. Là on est face au bout, là quand même, là on est face à quelque chose, on est face à quelque chose de terrible. Ouais, il se passe un peu un truc, on n'est pas sur cette banalité absolue du film Cendrillon de Disney. Hein, voilà, donc moi je pense qu'il faut se respecter. Alors attention, je suis pas en train de vous dire que le film Blanche-Neige de Disney sera bien, je ne sais pas, je ne le verrai pas, il sera sans doute nul. Ce que je veux vous dire, c'est qu'en fait, vous ne vous attaquez pas, vous ne critiquez pas le film pour des bonnes choses, vous critiquez le film pour des critères qui sont juste là, vous êtes dit, oui, vous trouvez des excuses en fait à votre propre racisme, sauf qu'en fait, posez-vous la question, dans Blanche-Neige, est-ce que c'est si important que ça qu'elle soit blanche? Et je vous pose la question, vous allez me dire, oui, parce qu'en fait, regarde, elle s'appelle Blanche. Oui, c'est bon, j'ai compris, merci, j'ai compris le jeu de mots, tu vois, c'était pas la subtilité, bravo Einstein. Ce qui compte en fait, les thèmes,
c'est pas la blancheur. T'es toujours sûr que le thème c'est pas la blancheur, le thème c'est la jalousie, la rivalité entre la mère et sa fille, entre la mère qui voit sa fille devenir plus belle qu'elle et la jalousie que peuvent avoir entretenir la mère et la fille ensemble. C'est quelque chose qui est assez universel, assez commun et que plein de gens, plein de femmes ont expérimenté. Hein, c'est ça le thème. En quoi est-ce que cette histoire ne peut pas être racontée avec quelqu'un qui est un peu métisse, hein? Voilà, je pose la question. Et ne venez pas me parler de respect du conte d'origine, parce que le film de Disney de base ne respecte déjà pas le conte d'origine. Ah, c'est embêtant, hein. Et pour finir, j'aimerais donc revenir sur le bouquin, hein, donc de Samuel Fitoussi, Woke Fiction, parce qu'en fait, il y a un de ses grands leitmotifs dans son bouquin, c'est de dire qu'en fait, les woke ne supporteraient pas, en fait, la vie telle qu'elle est. Ils voudraient absolument que les personnages soient parfaits, soient purs, ne soient pas problématiques, etc. Et j'avoue que c'est vrai qu'il y a certaines personnes à gauche, dans certains milieux militants, et que je combats, et je fais plusieurs vidéos pour dénoncer cette bêtise sans nom, eux, ils voudraient des personnages qui soient parfaits, qui soient pas problématiques. Bon, ok, très bien. Ça reste une minorité. On est bien d'accord que ça reste une minorité. Que c'est pas toute la gauche qui demande des personnages qui soient absolument lisses, absolument fades. Mais surtout, moi, là où j'ai un vrai problème, c'est qu'en fait... à droite, vous êtes comment, vous, à droite, vous voulez exactement la même chose. C'est là où vous, les misomus de droite et les misomus de gauche, vous êtes exactement les mêmes. Vous voulez des personnages qui soient fiers, sans défaut, enfin voilà, ce genre de choses. Oui, évidemment. Évidemment que vous voulez la même chose. Alors, je parle pas pour toi forcément Samuel Fitoussi, voilà, je ne te connais pas plus que ça, mais quand j'écoute le discours droitardé de base, c'est quoi? C'est on veut des films sur le lourd Moyen-Âge avec des gars virils en armure qui portent nos valeurs de la chrétienté, qui portent les valeurs de machin truc et tout, valeureux, braves, fiers, sans défaut et tout. C'est ça, les demandes. Non? Attends, je vais te donner un exemple, comme ça tu vas pas me dire non, c'est pas vrai, tu mens. Je vais te donner un exemple. Vous savez, il y a un mec particulièrement médiocre qui a une chaîne médiocre sur la littérature et qui. Voilà. En fait, en gros, il fait le montage du Raptor Dissident de 2015 et dessus, il met les blagues de Papacito de 2017. Voilà, donc en fait, ça fait une œuvre profondément datée, voilà, une œuvre youtubesque profondément datée, qui sent le formol à plein nez. Et j'ai déjà parlé de lui très brièvement. Et puis à un moment donné, il se plaint du dernier roman de Bégodeau qui s'appelle Amour ou l'amour, je sais plus, qui pour moi est un putain de bon bouquin. Et je reviendrai dessus dans quelques instants. Et en fait, il reproche en fait ça au bouquin. L'amour, de quoi ça parle? Plus encore que La vie d'un vaurien dont je parlais l'autre fois, c'est clairement un bouquin dont l'intrigue tient sur un timbre-poste. C'est l'histoire de Jeanne et Jacques, deux boomers du fin fond de la France rurale, qui se rencontrent à 20 ans dans les années 60, tombent lentement et maladroitement amoureux, se marient, ont un fils, achètent une maison, travaillent, vieillissent, ont des petits-enfants, tombent malades et meurent vers 70 balais. Voilà. Allez, la bise à tout le monde. Fin du résumé. Quoi? Vous me demandez pourquoi j'ai pas parlé de l'élément perturbateur? Parce qu'il y en a pas. Voy a la playa, había subido la marea. Moi là j'ai vraiment rien oublié. Le livre c'est ça son résumé exhaustif. Il y a aucune complication, aucun épique, aucun enjeu, aucune péripétie, aucune originalité. C'est tellement lisse et insipide qu'on dirait un meuble Ikea. Et comptez surtout pas sur la profondeur des sentiments des personnages pour relever un peu le niveau. Jacques est un type mou avec plus d'inertie qu'un frein à main mal desserré. Et Jeanne est une nana de type Osef 5 sur 10 comme vous devez en croiser tous les jours dans la rue sans même vous en apercevoir. Donc clairement pour le remake de Roméo et Juliette ou du Rouge et le Noir, on repassera. C'est un vrai problème de reprocher ça au bouquin, quand même. Tu vois ce que je veux dire? Et il reproche ça au bouquin parce que lui, ce qu'il aime, c'est ça. Je crois que je tire là, clairement, l'un des épisodes qui m'a le plus énervé à préparer. En fait, ce bouquin, il est symptomatique de notre époque. Autrefois, tout était un combat épique. La guerre était glorieuse, l'amour était glorieux, le travail était glorieux, la foi, la religion, l'espérance était glorieuse, même la famille était glorieuse. Prenez un roman du 19e siècle ou du début du 20e siècle, prenez Hugo, prenez Balzac, prenez même Giono ou Céline, tout y est grand, immense, dilaté, impressionnant, grandiose. Pas forcément beau ou enviable, mais juste admirable. On a vraiment envie de s'arrêter au milieu d'une page et de dire waouh, ah ouais, ça c'est du lourd frérot. Et donc Samuel, le clan du droitardé, ils font exactement la même chose que tu reproches au Brook. Ils font exactement la même chose, c'est-à-dire qu'en fait, ils ne veulent pas voir le réel, ce qu'ils veulent voir c'est des grosses armures, des machins stylés, des machins qui développent leur propre valeur. Sauf qu'en fait, heureusement, l'art, elle ne fait ni l'un ni l'autre. Il ne répond ni aux attentes des droitardés, ni aux attentes des petits gauchistes qui ne comprennent rien à l'art. Des petits misomuses, voilà, misomuses de droite et misomuses de gauche, unissez-vous, vous êtes les mêmes. D'accord? Vous avez les mêmes revendications, les mêmes choses. Où en fait, vous êtes là, vous voulez des personnages qui soient comme vous imaginez, comme vous aimeriez que soient les gens dans la vraie vie. Des modèles.
Sauf que heureusement, l'art ne propose pas que des modèles, et encore heureux. Hein, un des meilleurs personnages de tous les temps, c'est Aguirre, dans le film de Werner Herzog. Et encore heureux. Voilà, tu dis pas, tiens, Aguirre c'est mon modèle dans la vie. Hein. Il est ni valeureux, ni beau, ni grand, ni fort. Au contraire, il est lâche, c'est un pleutre, il est violent. Bon, voilà. Il ne plaît, c'est pas un personnage qui va plaire à la gauche, c'est pas un personnage qui va plaire à la droite. Et en plus, il est pour l'inceste. Est-ce que l'inceste, c'est de gauche ou de droite ça? Non, parce que quand même, en fait, c'est la droite qui est contre l'éducation sexuelle. Et donc contre le fait qu'en fait, on prévienne, on fait de l'éducation envers les gamins pour justement éviter que l'inceste arrive. Non, donc l'inceste, c'est plus de droite? Non? Je sais pas, je pose la question, hein, vous me direz dans les commentaires. Hein, comment créer de l'interaction gratuite? Parce que là, ils ont pété des câbles. Ils ont aucun second degré, aucune nuance dans leur tête, ça boue, ça bouillonne. Mais surtout, pour en revenir au livre de Bégodeau, que du coup j'ai beaucoup aimé, en fait, on est exactement dans ce que voulait Damien Rieu. Hein. Damien Rieu, il voulait quelqu'un qui s'intéresse comme ça à la France des campagnes, il y a des gens, en fait, des gens normaux, voilà, qui galèrent dans leur quotidien, et c'est exactement ce que propose Bégodeau dans son bouquin. Bégodeau, il propose une fille totalement normale, d'une banalité affligeante, et en plus, ce que j'aime beaucoup dans le bouquin, c'est que ça commence, et en fait, on commence par... On sait qu'il va y avoir une histoire d'amour, vu qu'il y a amour dans le titre, tu vois. On sait qu'il y a une histoire d'amour, et puis en fait, c'est une fausse piste. La première histoire d'amour qui pourrait peut-être se développer, c'est une fausse piste, et puis en fait, elle rencontre un autre mec, et puis en fait, toute la vie se défile comme ça. Et il n'y a pas d'intrigue, il n'y a rien, ça arrive jusqu'à la mort. Mais en faisant ce bouquin-là, Bégodeau, il s'intéresse à la vraie vie des gens. Les gens, dans la vie, ils vivent pas des aventures chevaleresques à base d'épées, d'armures, etc. Ils s'intéressent à la vraie vie des gens. La vraie vie des gens qui habitent pas forcément dans une grande ville, qui habitent voilà, un peu en province, qui vivent pas forcément pas grand-chose de vraiment palpitant, mais où peut-être dans leur couple, il y a quand même certaines interactions qui fait que c'est agréable, ou du moins tolérable. Ça rend la vie peut-être plus supportable. Et à la fin, lorsque on se quitte parce que la mort nous sépare, et on est un peu triste d'avoir perdu l'autre. Voilà, ça c'est quelque chose d'assez rare de réussir à avoir ça dans la fiction. Je dis pas que c'est la première fois, évidemment que non, c'est pas la première fois, mais disons que l'avoir comme ça, cette vie qui défile à toute allure, parce que le bouquin est extrêmement court, c'est quelque chose d'assez puissant esthétiquement. Hein. Là, on fait de l'art, parce que là, on propose quelque chose de nouveau, on n'est pas dans les mêmes clichés, les perpétuations des mêmes clichés. Parce que toi, Samuel Fitoussi, donc là, j'avais sur Twitter, donc je lis mon extrait que j'avais mis sur Twitter, quand on congédie les structures narratives classiques, modelées, perfectionnées et éprouvées pendant des millénaires pour les remplacer par de nouveaux schémas jugés plus idéologiquement acceptables, plus conformes à la mission civilisatrice que s'assigne aujourd'hui l'industrie du cinéma en Occident, je vais me dire, quoi? Mais de quoi tu parles? De quoi tu parles? Mais surtout, en fait, justement, Samuel, si on veut faire de l'art, on doit s'émanciper des structures narratives qui sont établies, parce qu'on veut proposer quelque chose de nouveau. On ne peut pas faire l'art qu'avec du vieux. L'art, c'est pas que du recyclage. Forcément, il y a un peu de recyclage, forcément, on a des inspirations, mais il faut réussir à en faire quelque chose de nouveau. Il faut jouer avec les codes, il faut les détourner, il faut les envoyer valser. Hein, tu trouves pas des Rimbaud et des Godard avec des mecs qui sont comme toi, des plus purs conformistes. C'est pas possible. Mais du coup, là, par cet exemple du bouquin de Bégodeau, on voit bien qu'en fait, dès que quelque chose représente vraiment ce que c'est peut-être la vie des gens, dans ce que ça a de plus simple, de plus triste, de plus tragique, mais aussi de plus beau, de plus touchant, vous n'en voulez pas. Vous n'en voulez pas. Et pourtant, là, les personnages, c'est pas des minorités, c'est pas des trucs comme ça. Hein. Donc la question, en fait, elle est simple, c'est qu'est-ce qu'on fait, en fait? Qu'est-ce qu'on fait? Moi, je vous propose de conclure, en fait. Vous n'aimez pas l'art. Vous êtes des adolescents qui veulent voir des films Disney. Vous avez les centres d'intérêt d'un enfant de 4 ans. Il faut grandir.